Bonjour à toutes et à tous, petit test son pour démarrer. Est-ce que dans les messages vous entendez le son? Alors petit test son avant de démarrer et de passer évidemment à vos questions. Alors j'attends vos messages pour me confirmer que vous entendez bien, comme c'est un premier test avec ce micro, pour savoir si tout fonctionne. Alors c'est bon, il y a un premier commentaire comme quoi le son est bon. Donc on va démarrer à 18 h évidemment pour attendre les retardataires. Pardon, j'espère que tous ceux qui nous regardent pour le moment passent un bon confinement. Forcément, c'est pas facile pour tout le monde, surtout ceux qui sont évidemment en appartement, qui ne sont pas à la campagne, pas forcément de balcon ou autre. Mais surtout, un grand merci évidemment à tous ceux qui travaillent, notamment dans tout ce qui est évidemment les soignants. Mais on pense peut-être moins aussi aux caissières, par exemple, aux routiers, et à tous ceux qui justement permettent d'alimenter toute la chaîne alimentaire, les agriculteurs aussi qui continuent de travailler. Et tous ces gens-là, évidemment, il faut les remercier parce que c'est grâce à eux qu'on peut continuer. Le confinement est important. Comme ça a été dit, il faut évidemment rester chez vous, mais il faut tirer un grand coup de chapeau à toutes les professions médicales qui sont là et qui font beaucoup avec peu de moyens, parce qu'on va certainement y revenir pendant les questions-réponses, mais il y a toute la problématique du manque d'appareils respiratoires et de pénurie de masques qui sont un véritable scandale. Déjà, pénurie de masques pour la population en général, mais en particulier pour le personnel hospitalier ou les médecins qui n'ont même pas eux-mêmes des stocks de masques. Donc ça, c'est un véritable scandale et il faut évidemment le dénoncer et le dire. Et d'ailleurs, on va le faire dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Alors, il est 18 h, donc on va pouvoir cette fois-ci vraiment démarrer. Alors, je commence, il y a une question sur le fil de l'annonce de Louis Gontier qui nous demande quel est le ressenti des Italiens vis-à-vis de l'Union européenne quant à la gestion du coronavirus. Alors ça, Louis, c'est très simple. J'ai même publié un sondage qui est paru sur ma page. La perception des Italiens au niveau de l'Union européenne est catastrophique, puisqu'ils se sentent abandonnés par l'Union européenne qui n'a non seulement absolument rien dit, rien fait, mais en plus de ça, vous savez que le jour, notamment ça a empiré, ça a commencé fin février pour les Italiens cette crise, et ça a empiré en mars, et rendez-vous compte que le jour où l'Italie demandait l'aide à l'Union européenne, c'était hautement symbolique, notamment parce que l'Italie est en détresse, mais c'était symbolique parce que le jour même où l'Italie demandait l'aide à l'Union européenne, le 12 mars, la Cour de justice de l'Union européenne n'a rien trouvé de mieux à faire qu'à mettre une amende à l'Italie parce qu'elle subventionnait des activités hôtelières en Sardaigne. C'est 7,5 millions d'euros, je crois, qui étaient demandés à payer. Donc non seulement l'UE n'aidait pas l'Union européenne, mais en l'espèce, elle lui mettait la tête sous l'eau. Et ça, les Italiens l'ont bien vu et ne l'ont pas oublié. Et il y a un sondage, comme j'ai dit, que j'ai publié, qui était criant là-dessus. Faut savoir qu'il y a 88% des Italiens qui considèrent que l'Union européenne ne les a pas du tout aidés pendant la crise du coronavirus. Donc c'est absolument colossal. Et si vous allez dans le détail des questions qui étaient posées dans ce sondage, il y avait carrément seulement 21% des Italiens qui considéraient que l'appartenance à l'Union européenne était une bonne chose. C'était en baisse de 16 points. Et à contrario, il y avait 67% des Italiens, une hausse de 20 points, qui considèrent que l'appartenance à l'Union européenne est un inconvénient pour l'Italie. Donc les Italiens ne l'oublieront pas. Et ça restera, je pense, et c'est justement ce qui amènera à terme l'Italexit, parce que les Italiens ont seulement vu que non seulement l'Union européenne ne leur apportait rien, mais qu'en plus elle était nocive.
On vous parle souvent, vous savez, du fameux bobard de la solidarité européenne ou de l'Union européenne qui fait contrepoids aux autres. Il faut savoir que le pays qui a aidé justement l'Italie, ça a été la Chine qui a fait des livraisons justement de matériel et qui a même amené des médecins. Il y a des médecins de la Croix-Rouge chinois qui sont là-bas, d'ailleurs, qui ont dit récemment que le confinement devait être plus respecté, ils sont là pour les aider. Et la Lombardie, donc cette région qui a été la première région touchée, une région la plus riche d'Italie, la région de Milan, cette région-là a carrément fait un appel aujourd'hui non seulement encore à la Chine, mais au Venezuela ou à Cuba. Donc ça montre bien qu'ils n'attendent absolument plus rien de l'Union européenne. Et ça va être décisif, je pense, dans la suite. L'Union européenne montre qu'elle ne sert à rien et qu'elle est nocive. Pourquoi elle a été nocive? Comme j'ai dit, le bobard de la solidarité européenne, ça c'est bon, on a vu, c'est fini. L'Union européenne ferait contrepoids à la Chine, complètement faux. C'est même la Chine qui est venue en aide justement de l'Italie. Et surtout, cette crise montre une faillite totale de l'Union européenne, parce que l'Union européenne a réagi très tardivement et l'Union européenne a été à la racine du problème. Pourquoi? Parce que l'Union européenne promeut justement le libre-échange total, l'Union européenne promeut aussi les délocalisations et amène une perte de souveraineté colossale. Et on le voit pour les médicaments, il y a 80% des principes actifs qui sont en Chine, mais surtout, il y a ce principe et ce mythe de la libre circulation des personnes et des frontières ouvertes. L'Union européenne a appelé à maintenir les frontières ouvertes et on peut dire que c'est criminel. Il y avait d'ailleurs les demeurés du gouvernement qui étaient justement sur la télé, qui nous expliquaient en permanence et en boucle, repris d'ailleurs par certains journalistes, que le virus n'avait pas de passeport. Le virus ne connaissait pas les frontières. Mais ils prennent vraiment les gens pour des imbéciles, puisque le virus ne se déplace pas tout seul. Le virus se déplace avec des personnes. Et l'Union européenne n'a pris, par exemple, et d'ailleurs ni le gouvernement français, aucune disposition au moment du début de l'épidémie en Chine. L'épidémie a commencé en réalité en novembre, mais ça a été médiatisé en décembre. Et à ce moment-là, tous les avions de Chine continuaient à venir dans l'Union européenne, continuaient à venir en France. La seule mesure d'Agnès Buzyn a été d'ajouter des placards, des posters dans les aéroports, mais les Chinois continuaient de venir. Pour la France, on comprend, les touristes chinois sont quand même une part importante de l'économie, mais la santé des Français doit passer avant et l'Union européenne n'a pas réagi à laisser les frontières ouvertes. Et pire encore, et je vais m'arrêter là après pour ce qui est de l'Italie pour prendre d'autres questions, c'est le problème des frontières à l'intérieur de l'Union européenne. C'est simple, l'épidémie a commencé en février en Italie, il y a eu les premiers cas. On savait que c'était très grave à partir du 20 mars. Et l'Union européenne, les pays de l'Union européenne n'a pris aucune décision. La France, surtout, n'a pas fermé ses frontières, ce qui est criminel. La France aurait pu fermer ses frontières avec l'Italie. Ça a été la même chose après avec l'Espagne. Il n'y a pas eu de fermeture de frontières. Et on nous expliquait, Emmanuel Macron le premier, qu'il fallait le faire à l'extérieur de l'Union européenne. C'est complètement absurde. Soit vous expliquez que le virus n'a pas de passeport, auquel cas il faut laisser les frontières ouvertes à la fois à l'extérieur de l'Union européenne et à l'intérieur. Mais l'OMS elle-même expliquait que l'épicentre maintenant de cette pandémie est dans l'Union européenne. Donc il fallait évidemment fermer les frontières avec l'Italie et l'Espagne, parce que si le virus n'a pas, comme je disais, n'a pas de passeport, c'est bien les personnes qui amènent le virus et qui aident à la propagation. D'ailleurs, si c'était si absurde de fermer les frontières, ça servirait même à rien de faire du confinement, parce que le confinement, qu'est-ce que c'est? Si ce n'est qu'une frontière intérieure, c'est la frontière de votre maison, parce qu'évidemment, il suffit d'avoir 2-3 bases de maths, vous savez très bien que plus vous laissez les frontières ouvertes et le reste, plus vous allez avoir de brassage de population et plus le virus va se répandre vite. Donc non seulement l'Union européenne n'a rien fait, mais l'Union européenne a été criminelle dans sa gestion et évidemment le gouvernement français en laissant les frontières ouvertes, parce que je rappelle que l'Autriche, la Slovénie, etc. ont fermé leurs frontières unilatéralement, et même l'Allemagne d'ailleurs, bien avant la France. Et pour finir sur la solidarité européenne, s'il y avait une solidarité européenne, vous savez qu'un des épicentres en France du coronavirus se trouve à Mulhouse, juste à côté de l'Allemagne, et l'Allemagne a des grandes capacités au niveau des lits d'hôpitaux et des appareils de respiration.
l'Allemagne n'a pris absolument aucun patient français du côté de leurs frontières. Tous les patients justement des hôpitaux surchargés d'Alsace sont amenés dans d'autres coins de France. Et la réalité justement, c'est que ça brise ce mythe européen. Il n'y a pas de solidarité européenne, de mythe européen. Quand les choses vont mal, l'Allemagne n'a pas voulu non plus envoyer du matériel en Italie. Quand les choses vont mal, seules les nations comptent et seules les nations protègent. Et ça serait une grande leçon à tirer pour la suite. Évidemment, là, tout le monde le voit, mais il faudra évidemment le rabâcher après, puisqu'il ne faudra pas se laisser, comme vous savez, après la crise financière de 2008, c'est la même chose. Vous avez dit, vous inquiétez pas, on va tout changer, etc. Mais on n'a rien changé. Et là, il faudra réellement continuer, marteler ça après pour que ça change et montrer que l'Union européenne est morte. Non seulement il faudra montrer qu'elle est morte, mais il faudra l'acter. Et ça, l'UPR qui porte le Frexit depuis 13 ans sera évidemment là pour ça. Alors, je vais prendre une autre question. Qu'est-ce qu'il y a comme question sur le direct ? Alors, je pense sur le fil, parce qu'il y a plus de questions sur le fil d'annonce que sur le direct. Alors, il y a beaucoup de questions sur le fameux romaine à la chloroquine du professeur Raoult. Ce qu'on peut dire, alors moi je suis pas médecin, donc je vais pas vous dire que c'est le produit miracle et que ça marche absolument. Cela étant dit, il y a eu des expérimentations qui ont été faites par ce docteur marseillais, et il semble que ce produit soit efficace justement pour soigner le coronavirus. Ce qu'on peut dire, il y a ce problème de ce médicament-là, c'est qu'il y a des effets secondaires qui peuvent avoir lieu, notamment au niveau de la vue, mais entre deux mots, autant choisir le moins pire. Et en tout cas, c'est une piste qui semble sérieuse, c'est une piste qui semble d'autant plus sérieuse que des études en Chine corroborent aussi ça, qu'on voit que les Américains s'intéressent à ce médicament. Donc un État français qui prévoirait un petit peu, qui voyait loin, essaierait de tester cette méthode sur un échantillon plus large. Quand vous êtes avec des gens des fois qui sont parfois malheureusement en phase terminale, autant tester ce médicament qui a fait ses preuves, même si c'est sur un échantillon très faible, et autant essayer de le tester, même si je sais très bien qu'il y a des protocoles, etc., pour valider la mise en circulation d'un médicament. Quand il y a une urgence, il faut un petit peu sortir de la bureaucratie et essayer d'aller vers une solution qui marche. Donc écoutez, en plus ça vient de France, ça vient de Marseille, donc si c'est le cas, si c'est confirmé, on peut que s'en féliciter. Je vois dans certains messages où on me dit que ça a été très peu médiatisé. Il y a quand même eu certains passages, je crois, notamment dans des journaux, Marianne, etc. Alors Le Monde, évidemment, dès qu'il y a quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, elle est évidemment complètement fracassée. Mais toujours est-il que c'est une piste qui est intéressante. Mais ce qui est assez fou, c'est que le professeur, je crois, Serron, où j'ai vu une interview dessus, lui expliquait que la France n'avait quasiment pas de stock et si j'ai bien compris que le stock aurait été volé, donc on est sur quelque chose de complètement délirant et malheureusement voilà, on en est là. Donc évidemment c'est à tester sur un échantillon plus large, mais toute piste est bonne à prendre, même si la principale piste, et on l'a vu en Chine et ailleurs pour vaincre le virus, c'est évidemment de rester chez soi. Et ça, c'est très important. Et là-dessus, le rester chez vous, il y a quand même, et ça a été largement expliqué dans la très bonne vidéo de François Asselineau sur le coronavirus, sur toutes cette cacophonie et ce gouvernement qui navigue à vue. C'est quand même hallucinant depuis le début de cette crise. Vous aviez le scandale d'Agnès Buzyn qui expliquait qu'elle avait tiré la sonnette d'alarme en janvier, mais que le gouvernement elle-même le dit quasiment avait rien fait et qu'elle voyait le truc venir. Enfin, c'est complètement hallucinant. Cette révélation est un scandale d'État monumental. Il pourra amener justement, on pourra demander des comptes après. Et je vois des messages sur la destitution. Je ne suis pas sûr qu'il faille le demander pleine période de crise, surtout que si destitution il y avait à l'heure actuelle, celui qui prendrait la tête de l'État, c'est Gérard Larcher. Gérard Larcher a appelé autant qu'Emmanuel Macron à la tenue des élections municipales des premiers tours. Donc je ne suis pas sûr que Gérard Larcher fera vraiment l'affaire. En revanche, il faudra demander des comptes et l'UPR sera là pour demander des comptes. Et il faudra relancer évidemment la procédure de destitution une fois cette crise passée, parce que c'est un véritable scandale d'État si Emmanuel Macron, Édouard Philippe étaient au courant de la dangerosité
de cette épidémie depuis janvier, qu'ils n'aient absolument rien fait. Ils n'ont absolument rien fait là-dessus. Donc ça, c'est un scandale majeur. Et le gouvernement, je vois quelques questions sur les masques. Le gouvernement nous prend vraiment pour des imbéciles. On sait très bien qu'il y a eu si depuis janvier, rien n'a été fait, si depuis janvier, ils avaient pris les mesures qui devaient être mises en place, on n'aurait jamais eu de pénurie de masques, on n'aurait jamais eu de pénurie de gel hydroalcoolique, on aurait eu une production de respirateurs qui aurait tourné à plein régime. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit le gouvernement qui nous fait un autre mensonge d'État sur les masques, puisque le gouvernement explique quand même que les masques ne serviraient à rien pour les gens. C'est quand même bizarre parce que le même gouvernement, le ministère de la Santé, le 24 janvier, a fait une publication Twitter pour dire que justement parmi les bons gestes à adopter, au-delà de la fameuse barrière, des mesures de distance, c'était de porter des masques. C'est d'autant plus prendre les Français pour des imbéciles que le fameux conseil scientifique sur lequel le gouvernement se défausse en permanence en expliquant justement que toutes les mesures, et notamment le maintien des élections municipales, ont été prises parce que le conseil scientifique l'avait dit. Ce même conseil scientifique, vous pouvez trouver sur le site du ministère de la Santé le rapport du 12 mars du conseil scientifique qui explique que parmi les mesures individuelles, ce qu'il faut faire, c'est mettre des masques. Et vous avez la si bête NDI qui vient vous dire, parce que maintenant, comme ça a été démasqué, notamment quand j'ai balancé le rapport du conseil scientifique, ça a été démasqué que le conseil scientifique proposait et expliquait que c'était recommandé de porter des masques. Maintenant, ce qu'on nous dit, ils osent nous dire que sur le professeur Salomon ou Sibeth NDI, ils viennent nous dire que finalement, les masques, oui, peut-être que ça serait utile, mais que les Français ne sauraient pas les utiliser. C'est un peu comme si la même Sibeth NDI, au début de l'épidémie du sida, elle venait nous dire, oui, certes, il y a des préservatifs, mais je ne le recommande pas au peuple français parce que vous ne sauriez pas les mettre. Mais elle nous prend vraiment pour des cons. Elle nous prend pour des cons sur ce sujet des masques, et la réalité, c'est qu'en fait, comme il y a pénurie de masques, elle aurait pu expliquer, ça aurait été entendable. Bien, enfin, la pénurie est un scandale en soi parce qu'ils auraient dû l'anticiper. Mais après, une fois acté qu'il y a cette pénurie, il est vrai qu'il faut en priorité réserver les masques pour les soignants. Mais on ne dit pas, ce ne sera pas utile pour vous le masque. C'est un scandale, c'est un mensonge d'État, c'est un mensonge d'État d'autant plus grave que ça touche à la santé des Français, puisqu'on explique aux Français que ça ne servira à rien. Alors qu'on sait très bien que porter les masques servirait, on peut leur dire oui, certes, servirait, mais vous devez jouer l'intérêt national. Tant qu'on n'a pas assez de masques, il faut les réserver pour les soignants. Mais là, en fait, ils mentent aux gens en disant, comme j'ai dit, c'est comme si le même gouvernement disait ne mettez pas de préservatif, ça ne sert à rien contre le sida. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est un scandale majeur. La cacophonie aussi, et là, sur le plan économique, il y a pas mal de questions, je vois, sur le plan économique. J'en vois justement sur la question du budget de l'UE, de Maxime Boyer, et aussi sur la partie économique. Alors sur la partie économique, là aussi, c'est la cacophonie totale, parce que d'un côté, le gouvernement nous explique il faut absolument rester chez vous. Bon, après que le 9 mars, Emmanuel Macron lui-même sortait au théâtre et expliquait aux Français qu'il fallait continuer à vivre et qu'il fallait sortir, alors même qu'il était au courant de la dangerosité de l'épidémie, donc c'est un véritable scandale. Mais au-delà de ça, il y a les doubles messages, et tous les chefs de PME, même toutes les entreprises en général, les artisans et autres ne s'y retrouvent plus. On vous dit restez chez vous, vous aurez le droit évidemment aux mesures notamment de chômage partiel, sauf que ce que le gouvernement a très mal anticipé, c'est que justement le chômage partiel, tout va être pour le gouvernement et le coût entier va être pour le gouvernement. Donc vous avez d'un côté des cotisations sociales en moins, et vous avez toutes les allocations chômage partiel à verser pour le gouvernement. Donc ça va coûter très cher. Et donc là, le gouvernement se réveille et il nous dit quoi? Il nous dit que maintenant, non, mais il faut aller travailler. Donc personne n'y comprend plus rien. Tous les chefs de PME ne savent plus ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut aller travailler? Est-ce qu'il faut rester chez soi? Donc c'est un message en fait qui n'est pas clair du tout et sur à peu près tous les sujets. De la même façon que le gouvernement fermait les bars et restaurants,
et appelaient les gens à aller voter. Ils appelaient 40 millions d'électeurs dans les urnes 1 ou 2 jours plus tard. Enfin, non, c'était même le lendemain. Enfin, c'est absolument pas audible et le gouvernement n'est plus audible du tout là-dedans. Et pour ce qui est du budget de l'UE, c'est très simple. L'UE, comme personne ne veut plus payer, je parlais de l'Italie, où la population est vent debout contre l'UE. On a vu l'Allemagne qui n'a pas voulu aider. Angela Merkel, quand elle a fait son discours, c'était la première fois qu'elle faisait un grand discours comme ça, un petit peu comme le président français. Elle a fait un discours, elle n'a pas prononcé une seule fois le mot Europe ou Union européenne. Et même s'il y avait le drapeau européen, il a à peine été montré. Donc on voit qu'il y a le retour justement des nations et que l'Allemagne ne voudra pas payer pour les autres. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'on va arriver certainement encore à un blocage du budget européen, encore plus, parce que tous les gouvernements, notamment le gouvernement français, a amené des mesures pour 45 milliards d'euros et une garantie de prêt pour 300 milliards d'euros. Donc tout ça, ça va encore gréver les finances publiques. C'est la même chose dans à peu près tous les pays de l'Union européenne qui, chacun, de toute façon, sont intervenus de leur côté. Et donc, les pays contributeurs nets voudront encore moins payer. Donc, à mon avis, on va arriver à un blocage. Blocage qui, on ne sait jamais, pourra amener jusqu'à une explosion de l'Union européenne. Mais toujours est-il que ce blocage aura lieu et je pense que ce qui peut se passer, s'il y a un blocage et si le budget n'est pas voté, comme c'est un budget qui est voté pour 7 ans, il se peut que la première année de ce budget, l'année 2021, ça soit le même budget que le budget précédent qui soit reconduit, nonobstant le départ du Royaume-Uni, et quitte à après raboter le budget une fois qu'ils auront trouvé un accord, et un accord qui sera peut-être à la baisse. Et tout ça, on parle de budget européen, c'est très important de l'avoir en tête. Vous savez que selon les années, enfin en moyenne, depuis 2011, on a donné 8 milliards d'euros en plus à l'Union européenne qu'on a reçu. Mais cette année, l'année 2020, on va payer 10 milliards d'euros en plus que ce qu'on va recevoir. Il faut savoir que le coût d'un hôpital, c'est à peu près en moyenne 40 millions d'euros. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que cet argent qu'on donne à l'Union européenne, c'est l'équivalent de la construction de 250 hôpitaux par an. Quand on a une crise comme celle du coronavirus, je pense qu'on ferait mieux de donner cet argent à notre système de santé plutôt qu'à le donner en pure perte à l'Union européenne. Union européenne qui, comme on l'a vu, ne sert absolument à rien pour gérer les grandes crises. L'équivalent de ces 10 milliards d'euros, c'est aussi à peu près la création de 330 000 postes d'infirmières. Infirmières qui sont par ailleurs très mal payées en France par rapport à la moyenne de l'OCDE, ce qui est un véritable scandale. Et la France paye, on le voit sur les masques et sur le reste, parce qu'on avait des stocks stratégiques avant, mais pour des raisons budgétaires et d'approvisionnement en Chine, on a décidé de couper dans ces stocks stratégiques. Ça a été fait à la fin de Nicolas Sarkozy, et même chose sous François Hollande, et pas de réaction sous Emmanuel Macron. Et donc, toute cette austérité permanente qui est imposée par l'Union européenne a mis à bas et met à bas tous nos services publics, et c'est également le cas justement de nos hôpitaux et du reste. Je voulais revenir un petit peu sur les masques. C'est un véritable scandale parce que non seulement la population n'en a pas pour se protéger, mais même les personnels soignants. Moi, j'ai beaucoup de familles, de ma famille qui sont les professions médicales, des médecins libéraux ou même des kinés qui travaillent dans des cliniques. Ils n'ont pas du tout reçu de masque, alors qu'ils sont en contact en permanence avec des patients, parfois des personnes âgées à risque, donc eux-mêmes peuvent être infectés, ils peuvent contaminer après ces patients qui sont à risque, et ça répand évidemment à la pandémie, et ça amène des morts supplémentaires. Donc ces morts sont aussi liées au fait que le gouvernement n'a rien anticipé, et il y a carrément des sélections, des fois au sein des cliniques ou des hôpitaux, pour dire on laisse les masques pour les médecins, ne prenez pas des masques pour les infirmières et pour les aides-soignantes. Donc c'est un véritable scandale. Les masques aussi pourraient servir, les policiers qui sont en première ligne pour mettre des amendes n'ont pas de masque, les caissières dans les supermarchés qui croisent plein de personnes n'ont pas de masque. Et donc ça, c'est un véritable scandale sanitaire, et Emmanuel Macron et tout ce gouvernement devront rendre des comptes aux Français une fois la crise passée, parce qu'ils sont entièrement responsables, et ça, il faudra absolument ne pas le laisser passer. Donc je vais passer sur une autre question maintenant. Qu'est-ce qu'on a comme question?
Ah oui, sur le quantitative easing de 750 milliards d'euros. Ça a été la seule réaction, on peut dire, de l'Union européenne, et réaction assez tardive. Le gros problème de ce quantitative easing, c'est qu'on le voit, et on peut parler plus globalement des marchés financiers. Les marchés financiers ont baissé à peu près de 40% depuis le début de cette crise. L'économie est complètement à l'arrêt, on voit la plupart des secteurs sont à l'arrêt, et donc la France, c'est pas un scoop, sera en récession en 2020. Le gouvernement annonce moins 1% de récession, la réalité c'est qu'on sera à mon avis au minimum à moins 4%, et il annonce un déficit de 3,9%. Je pense qu'à mon avis on terminera plutôt à plus de 7%, parce que comme je l'ai dit, ils ont très mal anticipé toutes leurs annonces, notamment de chômage partiel et autres, qui coûtera évidemment cher, en plus des sauvetages et des éventuelles nationalisations si des grandes entreprises sont stratégiques, sont vraiment en difficulté. Et donc tout ça, ça va coûter beaucoup d'argent. Donc on peut dire d'un côté, c'est 750 milliards, comme il va y avoir du déficit public et une dette qui va augmenter, il y aura nécessité pour la Banque centrale, que ce soit la BCE ou même si c'est une Banque centrale nationale, en l'occurrence d'ailleurs ce sont les banques centrales nationales qui le font, de racheter les dettes d'État pour garder les taux d'intérêt des obligations d'État très faibles pour pouvoir financer la dette. Le problème, c'est que ces 750 milliards vont être balancés globalement sur les marchés financiers. En d'autres termes, tout cet argent va servir justement à essayer que les cours de bourse ne s'effondrent pas et vont aller sur des rachats d'actions et notamment pour sauver les banques. Et ça, c'est un véritable scandale parce que autant le gouvernement qui va aider l'économie réelle, qui va aider les gens en faisant avec le chômage partiel, qui va aider les entreprises, ça a une vraie utilité pour l'économie réelle, mais d'aller injecter 750 milliards d'euros juste pour que les bourses ne s'effondrent pas, c'est un véritable scandale. Mais pourquoi ils font ça? L'UPR, nous, déjà, on propose dans le programme depuis 2011 que toute banque justement qui était sauvée avec des fonds publics devrait être nationalisée, mais surtout il y a une mesure qui est très forte dans le programme de l'UPR depuis 2017 et j'avais particulièrement incité pour qu'elle soit dedans, c'est la séparation entre les banques de dépôt et banques d'affaires. Vous allez me dire pourquoi. Parce que là, le véritable scandale, c'est que toutes ces banques, les grandes banques universelles, Société Générale, Crédit Agricole, BNP, Natixis, etc., elles collectent l'épargne des gens, des citoyens, du français lambda, et elles vont s'en servir notamment aussi parce que les taux d'intérêt de la BCE sont très bas, donc sur l'activité classique de prêt, elles se font très peu d'argent. Elles vont placer cet argent sur les marchés financiers. Et comme les banques ne sont pas séparées entre banques d'affaires qui justement serviraient à investir sur les marchés et les banques de dépôt qui gèrent, disons, les comptes courants et l'épargne de tous les Français, ben finalement ces banques-là, quoi qu'il arrive, même si elles font des placements financiers hasardeux et quand la bourse tombe par exemple, elles vont être sauvées par le contribuable parce que justement elles ont les dépôts de tous les Français, c'est-à-dire votre argent, mon argent. Donc l'État est obligé d'aller les sauver. Alors que s'il y avait une séparation effective entre les banques de dépôt et les banques d'affaires, ben c'est pas compliqué. On pourrait laisser faire faillite une banque d'affaires qui investit sur les marchés, c'est normal, c'est une prise de risque. Une prise de risque, ça donne une gratification. Qui dit prise de risque, c'est que vous avez des rendements supérieurs. Vous avez des rendements supérieurs logiquement en bourse par rapport à quand vous faites un prêt classique. Bah, qui dit prise de risque, normalement il y a risque. Mais là, le problème, c'est qu'il y a un aléa moral colossal. Ces grandes banques peuvent aller, entre guillemets, jouer sur les marchés financiers et elles savent qu'elles seront sauvées si elles font des mauvais placements. Donc en gros, c'est la privatisation des profits et c'est la socialisation des pertes. Et ça, c'est un véritable scandale. Et cette séparation des banques aurait dû être faite après 2008. Ça n'a pas été fait. Et c'est ça ce que je crains dans cette crise, parce que là, on a toutes les belles paroles, même de Bruno Le Maire, qui nous dit il faut revoir la souveraineté, il faut ramener les entreprises, on ne peut plus se permettre que les entreprises produisent intégralement en Chine. Mais on avait les mêmes belles paroles pendant la crise de 2008 et juste après, ils n'ont absolument rien fait. Et ce que je crains justement, c'est que ça soit exactement la même chose, c'est que là, ils nous fassent tout l'argent, etc. Oui, effectivement, on a fait des erreurs là-dessus, il n'aurait pas fallu autant délocaliser, il faut de la souveraineté. Je rappelle que des délocalisations, ça vient complètement des règles justement de libre circulation des mouvements de capitaux qui sont imposées par l'Union européenne, mais ça, à la rigueur, c'est même pas grave. Mais je crains justement
qu'on soit dans le même schéma et dans la même chose, c'est-à-dire qu'on va nous dire oui, il va falloir de la souveraineté, il va falloir arrêter ça, il va falloir penser un peu plus à investir dans la santé, etc. Les belles paroles maintenant d'Emmanuel Macron sur les personnels, nos héros en blouse, etc. Alors que c'est le même qui n'a pas voulu lâcher 1 euro avec un hôpital public qui est dans une situation calamiteuse. Et j'ai bien peur, et notamment parce que le déficit va augmenter avec cette crise, qu'au contraire, on nous fasse toutes ces belles paroles et qu'une fois la crise passée, on va vous dire les États sont colossalement endettés et donc en réalité pour sauver l'euro, mais on pourra y revenir, pour faire face à cette dette, il va falloir continuer justement dans l'austérité. Et donc toutes ces belles paroles s'envoleront une fois la crise passée et ça, il faudra évidemment pas le lâcher. Alors, qu'est-ce que nous avons comme autre question ? Alors j'ai plusieurs questions, notamment celle de Julien Guittard qui me demande si l'euro tiendra le choc. Alors vous savez évidemment que l'UPR propose la sortie de l'euro depuis 2007. Ce qu'il faut savoir là-dessus, c'est que évidemment qu'il est préférable d'avoir une sortie de l'euro qui soit politique, qui soit préparée, concertée. Mais pour ma part, j'ai toujours dit que si l'euro, il n'y avait pas de sortie politique, il était fort probable qu'on ait une sortie de l'euro, une fin de l'euro due à une grosse crise financière, parce qu'une grosse crise financière peut amener un État justement important à être au bord de la faillite ou à avoir des taux d'intérêt qui sont très importants. C'est ce qu'on a vu, il y a eu un article de Vincent Brousseau d'ailleurs là-dessus, qui explique qu'avec cette crise, on retrouve ce qu'on avait eu en 2010 pour la fameuse crise de l'euro, les spreads, c'est-à-dire les écarts des obligations d'État, en gros, de l'Allemagne par rapport aux autres États. On a notamment vu une hausse du spread entre l'Italie et l'Allemagne. En revanche, ces derniers jours, comme il y a eu cette annonce de 750 milliards de la BCE, donc qui vont racheter des obligations d'État, quand on achète des obligations d'État, justement, ça fait monter le prix de l'obligation, ça fait baisser le taux d'intérêt. Et donc, a priori, le spread est en train de se réduire, mais disons que on voit, et ça c'est peut-être une première depuis tous ces lancements de politiques de quantitative easing, donc de rachat massif par la BCE d'obligations d'État, d'actions, etc. On voit pour la première fois que les marchés financiers finalement réagissent très très peu à ce quantitative easing. Avant, à chaque fois qu'il y avait des quantitative easing, on avait les marchés financiers qui repartaient à la hausse. Là, il y a eu des hausses très très légères et il n'est pas exclu que dans les semaines qui viennent, et la crise continuant, parce qu'à mon avis, on n'est pas le confinement, qui dit confinement, ce sont quand même des économies complètement à l'arrêt. L'Italie va prendre une récession, à mon avis, peut-être de 6-7%, ce qui est énorme. Et donc, l'économie étant à l'arrêt, on a l'impression que les marchés financiers n'ont plus confiance justement dans ces mesures de quantitative easing, parce que les quantitative easing, c'est bien gentil, vous injectez de l'argent, mais quand l'économie est à l'arrêt, il n'y a pas d'offre en face, et il y a très peu de demandes, parce que même les gens, mettons, les gens qui sont au chômage partiel, ils touchent 84% de leur salaire, ils ont moins de salaire, il n'y aura pas une demande économique qui sera folle, et donc on va rentrer dans un cycle comme ça de récession. Et d'une manière générale, le quantitative easing, c'est pas l'argent et le quantitative easing ne trouvent pas un vaccin contre le coronavirus. Donc la crise est toujours là, et la crise va être là jusqu'à peut-être tout début mai. Donc ça veut dire que c'est des économies européennes qui seront à l'arrêt jusqu'à tout début mai, et ça les marchés le voient bien. Et en fait, plus la crise dure, il se peut que les marchés financiers ne réagissent pas justement à ces quantitative easing, et si c'est le cas, on va voir des écarts de taux grandir entre l'Italie et l'Allemagne, et il se peut que l'Italie, pour financer directement sa dette via sa banque centrale sans passer par tout ce mécanisme européen, décide de sortir de l'euro. Et si c'est pas
Maintenant, de toute façon, comme je vous ai parlé tout à l'heure du sondage et de l'Italie, si j'avais à parier, évidemment, hormis la France, puisqu'on l'espère tous, si je devais parier sur un pays pour la sortie de l'euro, je parierais sur l'Italie. Pourquoi? Parce que avec la France, quand on regarde les données macroéconomiques, et ça je l'explique aussi dans mon livre, le pays qui a le plus intérêt à sortir de l'euro avec la France, c'est l'Italie, parce qu'elle a encore une structure industrielle, elle bénéficiera justement de la dépréciation de sa monnaie, ce qui relancera l'économie. C'est plus compliqué pour un pays comme la Grèce, qui a une base productive qui est beaucoup plus faible. Mais l'Italie bénéficierait massivement de la sortie de l'euro, et surtout l'Italie est peut-être le pays qui souffre le plus de l'euro, parce qu'il faut savoir que si on regarde le PIB par habitant de l'Italie, depuis l'entrée dans l'euro, il est nul. Donc c'est-à-dire que les Italiens s'appauvrissent depuis qu'ils sont rentrés dans l'euro, mais d'ailleurs c'est pas les seuls, parce que les Français s'appauvrissent et beaucoup évidemment s'appauvrissent. Mais si je vais parier, si je devais mettre un billet, comme on dit, je parierais sur l'Italie pour une sortie de l'euro. Donc soit ça peut être fait vraiment par la crise financière, ou ce qui serait préférable et moins chaotique, que ce soit la décision d'un pays et qui amènerait une concertation pour une sortie ordonnée. Mais en tous les cas, l'Italie, de toute façon, a intérêt de le faire, que ce soit concerté ou de façon concertée ou unilatérale. Alors, je prends une autre question. J'ai une question sur l'hélicoptère monnaie. Je vais vous expliquer ce que c'est. L'hélicoptère monnaie, c'est ce qu'a proposé en gros Donald Trump. L'hélicoptère monnaie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Banque centrale ne donne pas de l'argent uniquement justement sur les marchés financiers, mais donne carrément de l'argent directement aux personnes. C'est ce que veut faire Trump avec un chèque de 1000 $ par Américain. Moi, je ne crois pas du tout à cet hélicoptère monnaie, et puis j'en ai parlé aussi d'ailleurs à Vincent Brousseau qui n'y croit pas non plus, parce que les Allemands ne voudraient pas, parce que ils considéreront que ça sera très inflationniste. Et pour le coup, avec une offre qui est complètement arrêtée, c'est sûr que ça pourrait être, parce que comme il n'y a pas d'offre en face, si vous augmentez la demande, ça fait directement augmenter les prix. Mais surtout, l'Allemagne ne voudra pas philosophiquement, parce que les quantitative easing actuels, le seul avantage, entre guillemets, même si c'est maquillé, c'est que cet argent va directement sur les marchés financiers ou dans d'autres actifs type l'immobilier. Et donc ça, ce n'est pas mesuré par l'inflation. C'est d'ailleurs aussi pourquoi, et Emmanuel Toll l'explique très bien dans son dernier livre, on se moque des gens quand on parle du taux d'inflation. Il faut savoir par exemple que l'INSEE considère que le logement pour les Français, ça représente 6% de leur budget, ce qui est complètement absurde. On sait très bien que ça représente au minimum 15%, et en plus l'immobilier, si vous connaissez un petit peu, les prix par rapport aux années 90 ont fait du x3, pardon. Il est évident que les salaires n'ont pas fait du x3. Et donc en minimisant comme ça le chiffre de l'inflation, et c'est d'ailleurs le cas quand ces quantitative easing vont sur les marchés actions ou vont sur l'immobilier, vous minimisez le niveau de l'inflation, et quand vous minimisez le niveau de l'inflation, bah déjà ça permet pour des gouvernements de ne pas revaloriser tout ce qui est indexé sur l'inflation. Ça peut être les retraites, ça peut être le SMIC et autres, et ça permet aussi de faire une illusion, ça tombe bien, mon livre s'appelle Les illusions économiques de l'Union européenne, ça permet de donner une illusion, de faire croire aux gens, et c'est ce qu'on leur dit, regardez, si, regardez les chiffres, votre pouvoir d'achat augmente. La réalité, c'est que le pouvoir d'achat des Français, et ça c'était un sentiment, mais même Emmanuel Todd justement l'a montré, le pouvoir d'achat des Français diminue depuis qu'on est entré dans l'euro, et ça c'est une réalité, et c'est d'ailleurs pourquoi on a des crises à répétition comme celle de la crise des Gilets jaunes. Donc pour en revenir, l'hélicoptère monnaie aura peut-être lieu aux États-Unis, mais je n'y crois pas du tout en Europe, parce que les Allemands diront comme souvent nein. Alors je vais prendre une autre question.
J'ai une question de Cassandra Mira. Que pensez-vous de la décision du Royaume-Uni de ne pas confiner sa population et devons-nous attendre une remise en cause de nos acquis sociaux après la crise Covid-19 ? Le Royaume-Uni, non, n'a pas, on parlait de scénario d'immunité collective. Ça n'a pas été le cas, ils ont essayé de faire une réponse, d'ailleurs, pour le coup, il faut être honnête, le gouvernement britannique a aussi réagi, mais sur le plan économique, ils ont réagi beaucoup plus tôt que la France avec un grand plan de relance. Sur le plan sanitaire, ils ont été aussi longs que la France et ils ont laissé au fur et à mesure, et ils arrivent eux aussi à un confinement total. Donc non, le Royaume-Uni va faire un confinement total également. Donc a priori, il s'oriente là-dessus. Un élément dont on n'a pas parlé, par contre, je parlais des masques, des gels tout à l'heure, des appareils respiratoires. Le gros problème qu'il y a aussi, c'est le nombre de tests. L'OMS recommande de faire énormément de tests et la France est un des pays qui testait le moins. On était à un moment à maximum 1000 tests par jour et il y a des pays qui étaient à 10 000 tests par jour. Et les Britanniques, pour le coup, ont beaucoup plus testé que nous. Ils avaient mis en place des services de type service drive. Et en France, il y a plein de gens qui disent j'ai les symptômes, etc., mais qui ne sont pas testés. On a l'impression en France qu'il n'y a que les ministres et les députés qui, eux, ont le droit d'être testés tout de suite, mais que pour la population moyenne, eux, ils ne sont pas testés. Donc ça, c'est une problématique. Et devons-nous attendre à une remise en cause de nos acquis sociaux pour la crise de Covid-19 ? C'est compliqué à dire. J'ai vu des questions aussi là-dessus. Il y a eu un plan d'urgence qui a été annoncé justement pour assouplir le droit du travail pendant cette crise sanitaire. On peut comprendre que dans certaines professions ce soit le cas parce que pour des efforts au niveau du personnel médical, etc., il est évident qu'elles ne peuvent pas être aux 35 heures dans une période de crise comme ça. Mais le gros problème de ce décret de loi du gouvernement, c'est qu'il parle de situation exceptionnelle et de crise, mais ce n'est pas borné dans le temps, il n'est pas mis explicitement que cela s'arrêtera à la fin de cette crise sanitaire. Et il y a des éléments scandaleux là-dedans, typiquement le fait que les heures supplémentaires ne seront pas forcément majorées, qu'une entreprise pourra imposer unilatéralement la prise de jours de congé à ses salariés. Donc pour l'assouplissement du travail, que les gens travaillent plus, oui, quand il parlait de guerre, même si c'est exagéré, quand on est en guerre, effectivement, on ne compte pas forcément ces heures, on peut considérer que c'est exceptionnel. En revanche, ces heures, elles doivent être payées dûment. Et toutes les autres mesures sont déjà une remise en cause. Alors il faut espérer évidemment que ça s'arrêtera juste après, mais vous inquiétez pas là-dessus, on sera vigilant pour alerter et pour dénoncer le cas échéant si c'est le cas. J'ai une question plus légère d'Antoine Ménard sur si je peux raconter ma rencontre avec Idriss Aberkan. C'est par un adhérent de l'UPR qui connaissait Idriss, Joël, que je l'ai rencontré en mai 2019. Et c'est quelqu'un, Idriss, de très intéressant, on a eu si j'ose dire, des points de convergence dès le début et dès cette première rencontre qui était à son entreprise. On a échangé sur tout ce qui était économie, histoire, etc. On était, je dirais, à 100% alignés tous les deux sur notre vision. Et on s'est revus après. Enfin, c'est un ami, Idriss, quelqu'un de très attachant. Et pour la petite histoire, c'est même lui qui m'a motivé pour écrire mon livre, parce qu'il m'a dit, avec ta conférence, tu as absolument tous les éléments pour justement écrire le livre. Vas-y, lance-toi. Donc on s'entend très bien, comme je dis, c'est un ami. D'ailleurs, je devais faire une vidéo avec lui ce mois-ci, mais avec le confinement, ce n'est que partie remise. Donc j'en profite de ce direct pour saluer Idriss, qui est lui aussi en confinement de son côté. Alors, on va prendre une autre question.
des questions qui sont un petit peu similaires. Et encore une autre question sur la chloroquine. Pourquoi elle a été interdite ou réglementée en France? Là, encore une fois, j'ai dit que je ne suis pas médecin. Je suppose que les effets secondaires peuvent être dangereux. Donc, il est évident que ce médicament en automédication par des particuliers du fait des effets secondaires, parce que comme beaucoup de médicaments, il y a des effets secondaires. Et si le médicament est mal dosé, ça peut être dangereux. Donc, qu'il soit prescrit par des professionnels et dosé par des professionnels, oui. Après, j'imagine que c'est pour justement ne pas aller sur l'automédication pour ce genre de médicaments qui, à haute dose, peut avoir des effets secondaires qui seraient dommageables pour la personne qui l'utiliserait comme ça. On demande combien de temps va durer le live. Normalement, à peu près 1 heure, donc il nous reste un bon quart d'heure. On peut encore prendre pas mal de questions. On me parle d'une conférence live Facebook, David Fortune. Il y a 2 événements, j'en profite pour en parler, qui vont être repoussés. Je devais faire une séance de dédicace de mon livre au siège de l'UPR le samedi 28. Donc ça va être repoussé parce qu'avec le confinement, de toute façon, il ne peut pas y avoir d'accueil comme ça public. Et de toute façon, là, je ne suis pas sur Paris, donc ça ne serait pas possible. Et il y a un autre événement, je devais faire une conférence le lundi, ça doit être le lundi 30, pareil mars, pour le Cercle Aristote de Pierre-Yves Rougeron, ma conférence qui a le même nom que le livre, Les illusions économiques de l'Union européenne. Et ça, c'est pareil, j'ai eu Pierre-Yves au téléphone, ça va être repoussé. Alors, je ne sais pas jusqu'à quand, jusqu'à nouvel ordre, parce que c'est un petit peu le terme à la mode. Donc, ça va être repoussé, à mon avis, certainement en mai, parce qu'il est peu probable qu'en avril, le confinement soit levé. Vous savez que le gouvernement a prévu le confinement, je crois, jusqu'au 15 avril. Mais ça sera évidemment certainement repoussé. Donc voilà, à mon avis, au minimum, on en a pour jusqu'à la fin avril. Il y a une question de Jason sur la Chine qui a construit un hôpital en quelques jours et l'Allemagne qui commande beaucoup de respirateurs. Ça, on voit encore le fait que le gouvernement là-dessus est complètement dépassé. Il y a un élément que j'ai pas dit, ils sont tellement dépassés en fait que les services de l'État auraient dû commander déjà depuis janvier, mais ils doivent être suppléés par des grandes entreprises françaises qui font des dons généreux. Je pense notamment à LVMH qui va donner, je crois, 40 millions de masques sur ses propres commandes. Il y a Bouygues qui a donné 1 million de masques. Il y a Air Liquide qui a quadruplé sa production de respirateurs pour pouvoir pallier en catastrophe parce que le gouvernement n'avait rien anticipé. Et LVMH avait d'ailleurs aussi donné gracieusement aux hôpitaux du gel hydroalcoolique. On peut saluer ces dons, mais ce qui n'est pas normal, c'est que c'est le gouvernement qui aurait dû anticiper, c'est le gouvernement qui, à défaut d'avoir un stock stratégique qui n'avait pas été maintenu avant, c'est le gouvernement qui aurait dû anticiper dès janvier et faire des commandes de masques, de gel hydroalcoolique, et on n'aurait pas été en situation de pénurie fin février si ça avait été le cas. De la même façon, comme je l'ai dit, que si on avait fermé les frontières tout d'abord avec la Chine, puis avec l'Italie et l'Espagne, on aurait eu justement beaucoup moins, le virus aurait beaucoup moins circulé, il y aurait eu beaucoup moins de cas. Sur la fermeture des frontières, il y a 2 cas qui sont quand même assez dingues. Le 22 mars, on savait que toute l'Italie du Nord était déjà sous alerte avec plein de malades. Le 26 mars, on a autorisé la venue pour le match de Champions League, Ligue des Champions, entre Lyon et la Juventus. 3000 Italiens qui sont venus, c'est assez hallucinant. Et le pire étant le 29 mars, où le gouvernement français a autorisé un meeting géant de Carles Puigdemont. On voit que maintenant l'Espagne est un des épicentres aussi de l'épidémie. Donc 100 000 personnes qui sont venues, la plupart qui venaient justement d'Espagne et de Catalogne, qui sont venus faire un meeting géant en France à Perpignan, le 29 mars, alors que l'épidémie était déjà... Et ça n'a pas été interdit, donc ça a été un amateurisme total sur toute la ligne. On a rarement vu un tel gouvernement de bras cassés.
Et les frontières, d'ailleurs, ne sont toujours pas fermées. Alors certes, l'épidémie est déjà en France, mais plus on multiplie les passages de part et d'autre des frontières, plus on multiplie le risque. C'est mathématique, donc tous ceux qui nous disent que ça ne servira à rien, bah, du coup, ils pourraient dire aussi que le confinement ne sert à rien, parce que c'est la même logique. Je lis une question sur les Corona Bonds, qui serait une sorte d'eurobonds européenne. Je n'y crois pas du tout, parce que, bah, comme je l'ai dit, ça dépendrait des Allemands. Et les Allemands ne voudront pas payer pour les Italiens, ne voudront pas payer pour les Grecs. Les Allemands n'ont pas envoyé de matériel en Italie. Les Allemands, oui, 29 février, on me dit, c'est exact, c'était le 29 février, le meeting de Puigdemont. Donc les Allemands n'ont pas voulu envoyer de matériel. Les Allemands n'accueillent pas de patients qui sont pris en charge en Alsace chez eux. Et comme j'ai dit, le discours d'Angela Merkel n'a pas prononcé une seule fois le mot Europe ou Union européenne. Elle se rend bien compte de la gravité de cette crise et elle a une réaction, cela dit, quelque peu naturelle, c'est-à-dire qu'elle pense avant tout à protéger ses citoyens. C'est ce qu'aurait dû faire la France et c'est d'ailleurs pourquoi la France aurait dû fermer ses frontières. J'ai une question, est-ce que l'UPR pourrait jouer un rôle de catalyseur pour une plainte collective des familles de victimes ? J'ai vu d'ailleurs une publication de François Asselineau là-dessus, sur des médecins qui portaient plainte contre Édouard Philippe et Agnès Buzyn auprès de la Cour de justice de la République. Donc il est évident que nous, on appuiera ce genre de mesures, mais ça va encore toucher les ministres, un petit peu de la même façon que la motion de censure touche le gouvernement. Mais il ne faudra pas oublier le principal responsable, qui est Emmanuel Macron, comme j'ai dit, le même Emmanuel Macron qui appelait les gens à sortir, qu'il ne fallait pas avoir peur, qu'il fallait continuer à vivre. Et donc, alors qu'il était au courant, donc Emmanuel Macron a une responsabilité écrasante là-dedans. Et une fois la crise passée, il faudra rendre des comptes et on appellera une nouvelle fois, une fois la crise passée, à lancer la procédure de destitution contre Emmanuel Macron qui s'est montré, de toute façon, qui a montré non seulement qui ne protégeait pas les Français, qu'il n'était pas à la hauteur et qu'il était inapte à son poste. Et donc, s'il y a bien un moment où il faut lancer cette procédure de destitution, ça sera à ce moment-là. Alors, j'ai une question, le système mondial va-t-il rebondir ou rejoignez-vous monsieur Jancovici ? Bah déjà, le système mondial, moi je pense de toute façon, comme je l'ai dit, qu'après la crise de 2008, ils vont essayer une sorte de retour à la normale, malgré toutes les belles paroles, et vous allez voir qu'ils vont essayer de revenir exactement à la normale, comme si rien n'avait changé. Ce qui est sûr, c'est que vous savez qu'on nous parle une fameuse théorie de la croissance en V, c'est-à-dire que vous avez la forte récession et vous aurez un rebond qui serait exactement pareil. Moi, je n'y crois pas parce qu'on n'a jamais eu de cas comme ça. Même en temps de guerre, l'économie n'est pas complètement à l'arrêt comme elle l'est à l'heure actuelle. Et donc, comme je l'ai dit, la récession sera énorme dans les pays européens pour l'année 2020. Et si vous avez une récession de 7%, je ne crois pas du tout une récession de 5 ou 4, 5%, je ne crois pas du tout à une croissance de 5 ou 6% l'année suivante. Ça paraît peu plausible. Je pense que les bases productives vont être fortement touchées. Pourquoi ? Parce que quand vous avez justement l'État dit qu'il va garantir toutes les entreprises, mais quand vous êtes complètement à l'arrêt, peut-être que vous êtes à l'arrêt, mais vous avez des loyers que vous devez payer, les entreprises elles doivent rembourser des emprunts. Et il n'est pas du tout exclu, et je crois que c'est déjà le cas en Italie du Nord, qu'il y ait des faillites d'entreprises. Et s'il y a des faillites d'entreprises, ou même des faillites de banques ou autres, la base productive n'est pas la même. Donc vous ne pouvez pas retourner exactement sur le même schéma que vous l'avez avant. Je pense qu'on va rentrer dans une période de récession comme il y avait eu lieu lors de la crise de 2008. Et les économies, de toute façon, en particulier de la zone euro, n'étaient toujours pas remis de la crise de 2008. Alors que la grande différence, c'est quand vous avez eu la crise de 2008, toutes les années, le début des années 2000, étaient des années pour le coup de forte croissance avec d'amélioration du pouvoir d'achat des gens, etc. Parce que, entre autres, on avait aussi un euro faible sur le début des années 2000. Mais là, vous avez au contraire une économie qui ne s'est jamais vraiment remise. Vous avez des gens
ont été paupérisés, et je ne crois pas du tout que l'économie puisse repartir exactement comme elle l'était juste avant. À mon avis, on va rentrer dans un cycle difficile pour les économies. J'ose espérer que ce sera justement l'occasion de reprendre de la souveraineté, de relocaliser. Mais comme je vous l'ai dit, je crains très fortement qu'il y a les beaux discours pour le moment comme en 2008, mais qui cherchent à revenir exactement comme avant dès que la crise sera passée. Une question, que pensez-vous sur Macron affirmant que l'État sera là pour protéger les entreprises ? Je viens quelque part d'y répondre. Il y a les annonces. Il annonce 45 milliards pour aider notamment sur le chômage partiel et sur les autres mesures d'aide aux entreprises. Mais peut-être que 45 milliards ne suffira pas. Hein. Si vous avez le PIB de la France, c'est plus de 2 milliards. Si vous avez dans 2 mois un arrêt total, 45 milliards, ça ne suffira évidemment pas. Et comme je vous l'ai dit, je pense qu'ils ont sous-estimé le coût de certaines mesures, notamment le chômage partiel, parce qu'ils pensaient que toute entreprise n'allait pas avoir recours, mais quand vous êtes dans un cycle d'activité basse pour une entreprise, vous avez très peu de chiffre d'affaires ou autre, bah c'est plus intéressant de mettre tout le monde en chômage partiel que d'essayer de tenir. Donc je pense qu'ils ont sous-estimé tous ces coûts, et peut-être que les 45 milliards ne suffiront pas. Il y en a qui me disent que c'est pas 45 milliards. Si, il y a 45 milliards de mesures directement aux entreprises, et il y a par ailleurs 300 milliards de garanties de prêts. C'est quoi ces 300 milliards de garanties de prêts ? En gros, c'est qu'ils garantissent, même si une entreprise par exemple ne peut pas rembourser, ils garantissent les prêts qui seront faits aux entreprises. Mais ça, c'est pas de l'argent qui est donné, c'est une garantie de prêt, et garantie qui n'est activée que si l'entreprise ne peut pas justement rembourser. J'ai une question, pourquoi il ne fait pas le confinement total ? Déjà, il a tardé, parce qu'on a vu que la Chine, pour le confinement, a réagi très très vite. La Chine a fait un confinement très fort et direct, et encore une fois, il y a un gros problème. C'est ce que je disais, je parlais tout à l'heure de l'incohérence. On ne peut pas dire aux gens de rester absolument chez eux, mais continuer à travailler. Enfin, c'était surréaliste en 24 heures, le fait qu'il faut absolument rester chez vous. Déjà sans préciser en plus quelles professions dites essentielles doivent travailler, ça a été à chaque fois des discours complètement flous, à commencer par ceux d'Emmanuel Macron lui-même. Et donc c'est ça le problème. Et la problématique du confinement total, pour le coup, confinement total, c'est de dire vraiment, c'est déjà interdiction de sortir, il n'y a pas de jogging ou autre, c'est vraiment juste confinement total. Ça veut dire que ce serait même les militaires ou la police qui livreraient les courses. Donc faut savoir ce qu'on veut dire par confinement total. Déjà, il faudrait déjà résoudre la problématique, parce que, comme je l'ai dit, c'est clair pour personne, pour les dirigeants de PME, pour les entreprises, c'est clair pour personne qui a le droit ou non au chômage partiel, de dire précisément les activités qui sont considérées comme essentielles, parce qu'à un moment c'était que les hôpitaux, tout ce qui est lié aux supermarchés, les pharmacies, et puis maintenant le gouvernement explique que la chaîne de production les productions ne doivent pas s'arrêter, et donc il pousse les gens à travailler. Donc c'est complètement incohérent, et non, oui, il devrait y avoir logiquement un confinement total, c'est-à-dire de laisser vraiment que supermarchés, pharmacies et les hôpitaux ouverts, et c'est tout. Et il y a des grosses problématiques, et d'ailleurs c'est ce que disait ce médecin chinois de la Croix-Rouge en Italie. Il expliquait lui-même qu'en Italie le confinement n'était pas assez respecté, que les gens sortaient encore, etc. Et en France, on voit que c'est la même chose. On a vu des images sur des marchés ou autres où les gens se baladent comme si de rien n'était. Ou même, on peut parler des fois de jogging où il y a des gens qui sont absolument collés. On a vu des images à Paris et ailleurs. Et ça, c'est pas possible, parce que le virus continue à circuler. Et donc, il faudrait vraiment un confinement beaucoup plus fort, parce que la problématique, c'est plus on repousse ce confinement, il a déjà été beaucoup trop repoussé par le gouvernement, et plus finalement on fait durer la crise. Et ça, c'est toute la problématique qu'il y a.
Alors là, je ne vois pas de nouvelles questions. Les tests indispensables, j'en ai parlé qu'on ne testait évidemment pas assez, malgré les recommandations de l'OMS. Et le gouvernement, là aussi, était dans le mensonge, comme sur les masques, en disant que ça ne servait à rien de tester. Ils allaient contre toutes les recommandations de l'OMS. Le port du masque était aussi une recommandation de l'OMS. On me demande si c'est le confinement aussi en Suisse. C'est intermédiaire. Déjà, en Suisse, il faut savoir que c'est un système de cantons. Donc, c'est pas des fois les mêmes règles selon les cantons. Il y a aussi les rassemblements de plus de 5 personnes qui sont interdits, mais ils encouragent les gens à continuer de travailler. Donc, c'est des fois des responsabilités de telle ou telle entreprise. Donc, là aussi, ils n'ont pas fait un confinement total, en tout cas, en Suisse. Une question de Conegan Ravino en tant qu'intérimaire, je me demande si on va avoir droit à une quelconque aide de l'État. C'est toute la problématique, encore une fois, c'est le flou total, le flou artistique des annonces du gouvernement. On ne sait pas à l'heure actuelle exactement qui a le droit à ces aides. Comme j'ai dit, les artisans, les PME ne savent pas s'ils auront droit à ces aides, qui aura le droit. C'est bien beau de faire des annonces grandiloquentes en disant quoi qu'il en coûte, mais concrètement, là encore, ça a été flou, ça n'a pas été précisé, donc je ne suis pas en mesure de répondre non plus précisément, puisque le gouvernement n'est lui-même pas précis. J'ai une question de Sophie. À votre avis, est-ce que le confinement est réellement nécessaire ou c'est une façon de tenir le peuple soumis ? Non, moi je crois que le confinement est nécessaire, c'est simplement du bon sens. Comme quand vous multipliez les contacts entre les gens, le virus circule beaucoup plus et donc vous avez plus de probabilité de mort. Le confinement c'est plutôt du bon sens et d'ailleurs on voit que les pays qui s'en sont sortis, je pense notamment à la Chine, ils sont passés par le confinement. Il y a l'exemple coréen qui est un petit peu différent, mais la Corée déjà avait énormément de place dans les hôpitaux et a fait du dépistage massif dès le début, ce qui a permis justement d'isoler les gens qui avaient le virus dès le début et donc de permettre de continuer. Mais la France n'a quasiment pas testé et a été en retard. Donc maintenant que le virus est largement répandu en France, la seule solution qui semble réaliste d'après les spécialistes, c'est justement le confinement. Je vais prendre une dernière question peut-être, et de toute façon comme j'ai maintenant le matériel, je pourrais refaire éventuellement un direct la semaine prochaine. Alors là je ne vois pas de nouvelles questions sur le fil direct, je vais regarder éventuellement dans les dernières s'il y en avait. Ah, j'ai une très bonne question là justement, on va parler de la souveraineté de Jonathan Potier. Que prévoit l'UPR en matière de résilience alimentaire, sachant que la moindre crise, coronavirus, mais aussi crise pétrolière, peut littéralement vider les supermarchés? Ça c'est une question fondamentale parce qu'on a vu justement le retour de la question de la souveraineté au centre de cette épidémie du coronavirus. Et la souveraineté alimentaire par exemple, c'est fondamental. D'ailleurs, c'était Napoléon lui-même qui disait que au niveau, et pour le coup je me tiens, il a raison là-dessus, au niveau agricole, en gros, il faut produire pour la France et exporter le surplus. Mais la problématique, c'est que même au niveau agricole, l'économie s'est mondialisée. Et vous savez que pour la première fois, la France avait un déficit commercial de sa balance au niveau agricole. Et s'il y a des secteurs pour lesquels la France exporte largement, je pense notamment au secteur céréalier, il y a d'autres secteurs qui sont littéralement laminés, et je pense notamment à tout ce qui est élevage, avec la mise en concurrence de nos éleveurs. On peut en parler du traité du CETA, du traité avec le Mercosur qui met en concurrence nos agriculteurs avec des viandes qui sont, pour ce qui est par exemple du Mercosur, du Brésil et de l'Argentine, des viandes qui ont un coût de revient
4 fois moins important. Et donc, d'un côté, on impose des normes à nos agriculteurs, mais on n'impose pas les mêmes normes aux produits qui sont importés, qui viennent d'ailleurs. Et en plus, ce sont des produits bien moins chers, donc on est en train de laminer des grands pans de l'agriculture. Et ça, c'est une véritable problématique parce que les gens qui vous disent, type Pascal Lamy, que les Français doivent s'habituer à acheter leur viande en Argentine, leur vin au Chili ou je sais pas quoi, c'est complètement absurde. Et là, on le voit avec une crise pareille. Déjà, c'est absurde d'un point de vue de souveraineté alimentaire. On le voit avec une crise pareille parce que quand il y a une grande crise, on en revient aux nations. Et si vous avez une grande crise et que vous avez des problèmes d'approvisionnement alimentaire, période de confinement ou autre, les pays vont réserver la nourriture produite pour eux-mêmes et pour leur pays. Et un pays qui ne produit plus rien au niveau agricole et alimentaire sera un pays qui sera de toute façon à la merci des autres. Et si on veut une France puissance et si on veut une France qui continue, c'est important justement de garder une agriculture qui est forte. Et les traités européens et le libre-échange total est en train de détruire cette agriculture. Je ne parle même pas de la PAC qui est un très mauvais système et qui est de toute façon de l'argent français. Et donc, il faudra justement arriver et reprendre une souveraineté alimentaire sur tous les types d'aliments, mais c'est la même chose au niveau industriel. Il est évident qu'on ne va pas mettre des barrières douanières massives partout parce que ça pénaliserait les Français consommateurs, mais il faudra, quand on sera arrivé au pouvoir, avoir une stratégie, si j'ose dire, au fur et à mesure pour reprendre la souveraineté dans tel ou tel secteur. Au début, le secteur agricole, au niveau justement de l'industrie, ça doit commencer par toute la chaîne énergétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire justement reprendre par exemple toute la branche énergétique d'Alstom qui alimente nos centrales nucléaires et qui alimente nos sous-marins nucléaires. Il faudra reprendre notre souveraineté dans tous les domaines parce que c'est essentiel et un pays qui veut être libre, il doit avoir cette souveraineté dans ces domaines-là. Donc voilà, c'était la dernière question que je prenais. Je referai certainement un direct la semaine prochaine, donc vous pouvez garder vos questions et de toute façon je les annoncerai ici. Profitez bien profitez si j'ose dire, vous pouvez utiliser cette période de confinement aussi justement pour diffuser nos analyses parce que la souveraineté n'a jamais été autant d'actualité. Vous pouvez partager évidemment les conférences de François Asselineau, celles de Vincent Brousseau, les miennes, ou pourquoi pas aussi les inviter justement à lire Les illusions économiques de l'Union européenne qui sont là aussi d'actualité, notamment avec le Brexit. Donc c'est un bon moment justement de continuer à s'enrichir, à enrichir les autres sur ces idées-là. Merci à vous tous et puis je vous dis à la semaine prochaine.